Bonjour à toutes, bonjour et bienvenue dans un nouveau thème de webinaire, un webinaire qu'on va dédier au love money. Voilà, tout simplement, l'argent de l'amour. Et on va étudier très exactement parce que, tout simplement, c'est un participant au cours d'un webinaire qui m'a demandé de parler de webinaire sur le love money. C'est pas si simple que cela parce que ça a l'air relativement courant, mais finalement, ça ne l'est pas tant que ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai dédié très exactement ce webinaire au Love Money. Alors, on va regarder ensemble la façon dont nous allons nous y prendre à travers tout simplement un sommaire qui sera tout simplement pourquoi le Love Money. Je pense que ça, c'est une première question qu'on doit se poser. Le deuxième, c'est comment récompenser cet argent, en fait, cet apport d'argent qui va arriver au sein de votre société pour vous aider à accomplir en fait votre entreprise dans votre projet. Que faire lorsqu'on crée la société? Combien aussi le Love Money va vous coûter? À quoi faut-il faire attention? Et comment sortir les associés un jour? Donc voilà très exactement le choix de cet après-midi. Et donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick, je suis expert comptable. Je suis aussi le cofondateur de Doux. C'est moi qui vais avoir le plaisir de répondre à toutes vos questions parce que nous sommes en direct. Et à la fin de ce webinaire, vous aurez la possibilité de revoir le tout à travers un replay qui vous sera donné. Donc voilà, donc n'hésitez pas en tous les cas de pouvoir poser l'intégralité de toutes vos questions. Alors, juste avant de commencer, avoir de l'argent via sa société, c'est super, mais il existe déjà un autre moyen pour avoir de l'argent. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, que ce n'est pas la peine de vouloir nécessairement rentrer de l'argent par le biais de vos proches, de votre famille, des gens qui vous apprécient, etc. Et on verra tout à l'heure. Il y a d'autres moyens, comme le prêt d'argent entre personnes physiques de la même famille ou près de proches. Et dans ces cas-là, dès que vous dépassez les 1 500 euros, vous êtes tenu obligatoirement de faire un document auprès de l'administration fiscale. Si vous ne le faites pas et que l'administration fiscale s'en aperçoit, eh bien, ce sera considéré comme une donation ou comme libéralité et il y aura des taxes. Alors, autant vous dire qu'entre proches, vous allez pleurer parce que ça dépasse les 60% de taxation. Et quand il s'agit effectivement de personnes de la même famille, entre parents par exemple et enfants ou petits-enfants, et bien dans ces cas-là, il y a cette donation. Alors c'est le deuxième point de la donation d'argent, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir donner de l'argent dans le cadre de ce qu'on appelait à une certaine époque la Sarkozy, qui permet jusqu'à 30 000 euros de donner entre parents et enfants ou entre parents et petits-enfants. Je ne parle même pas, et ça, ce sont ce qu'on appelle les dons monétaires. Et puis, il y a aussi la possibilité carrément de faire des donations, cette fois-ci, en plus grande quantité, jusqu'à 100 000 euros par donateur et par donataire, toujours en transmission directe cette fois-ci. Et pensez effectivement que c'est tout à fait jouable. Et puis, il fut une certaine époque, j'aurais tendance à dire que c'était un peu la seule façon de s'y prendre. Et vous allez voir que les choses ont un petit peu changé. Ça, c'était le point très important. La deuxième idée aussi, avant de commencer, c'est aussi de tordre le cou à certaines idées. C'est-à-dire que parfois, les personnes proches de vous, lorsqu'elles rentrent au sein d'une société, se disent, mais ma foi, en rentrant, en devenant associé, peut-être que je vais prendre quelques risques. Bon, alors, oui, si vous rentrez dans une société civile, style société civile tout court, ou une société civile immobilière, ou une SNC dans lequel vous engendrez des risques dans le sens où si la société venait à déposer le bilan, eh bien, on pourrait en tout cas vous demander de l'argent sur vos fonds personnels. Mais lorsque vous rentrez associé dans une SARL ou dans une SAS, vous ne prenez strictement aucun risque. Zéro risque, sauf si bien évidemment vous portez caution ou si vous prenez un axe de gestion au sein de la société, soit de droit, un peu comme gérant ou président de société, ou si vous devenez gérant de fait, ça veut dire que en fait c'était vous qui étiez réellement la personne responsable, et puis je ne sais pas, vous commettez des délits, des fautes vraiment graves. Donc voilà. Donc quand vous êtes associé, quand vous êtes une
proche de quelqu'un qui vous demande d'être associé, vérifiez simplement que vous atterrirez bien dans une société dite commerciale, style SRL ou SAS. Alors je dis SRL ou SAS, c'est l'équivalent de URL et SASU. Mais bien évidemment, quand on est plusieurs, eh bien, ça ne peut pas être une URL ou une SASU, c'est nécessairement une SRL ou une SAS. Donc voilà, je voulais commencer par ça, et puis on va pouvoir. Alors ça permet comme ça à tous ceux qui m'écoutent et ou celles qui m'écoutent et qui sont dans la situation cette fois de porter de l'argent, de se dire qu'il n'y a pas de danger à condition effectivement de respecter ce que je viens de vous dire, ne pas vous porter caution, bien rentrer dans une société commerciale. Alors, on va commencer par la première question qui paraît totalement évident, qui est de se dire, mais ma foi, pourquoi est-ce qu'on fait de la love money? Voilà, ça c'est la première question, sans doute hyper simple, auquel on va bien évidemment répondre sans hésitation. C'est pour avoir de l'argent. N'ayons pas peur du mot. D'ailleurs, dans love money, il y a le mot money. Alors, j'ai représenté par exemple 4 personnes qui se lancent. Et puis, ça, c'est le début. Et puis, de ce coup, ils s'aperçoivent qu'au-delà du fait d'être super, avoir envie de monter leur boîte, etc., il faut également de l'argent. Et si on n'a pas suffisamment d'argent, eh bien, et si on reste dans le cadre de la Love Money, on va agrandir l'équipe des 4 associés avec 3 autres, par exemple. Et donc, l'équipe sera portée à 7. Mais par contre, ce qu'il faut vraiment avoir conscience, c'est que si l'entreprise a besoin d'argent, pour autant, les associés peuvent également avoir des envies qui sont pas forcément communs aux autres. Par exemple, j'ai pris 3 exemples. C'est la première personne qui dit moi, j'aimerais bien prendre une participation pour gagner des dividendes. Ça veut dire que la personne se dit si les choses vont bien, super, sympa, moi j'aimerais bien, je mets de l'argent et je vais toucher des dividendes, un peu comme on met de l'argent à la bourse et on espère soit faire une plus-value, soit toucher des dividendes. Et on sait très bien que dans la bourse, il y a certaines sociétés refuges qui donnent systématiquement des dividendes, y compris dans les années qui ne sont pas nécessairement bonnes. On peut avoir aussi le cas de la deuxième personne qui veut donner un coup de main sans rien gagner. Donc, il dit, moi, je veux bien mettre de l'argent, j'en ai rien à faire, même si je ne gagne pas d'argent, du moment que je récupère mon argent, pourquoi pas. Et puis, il y a la troisième personne qui dit, ouais, mais moi, je veux bien mettre de l'argent, mais je voudrais réduire mon impôt sur le revenu. Et là, on va voir effectivement que ces 3 cas peuvent correspondre à 3 situations qui sont tout à fait nobles, d'ailleurs, dans leurs attentes, ou en tout cas, loin de là, illogiques, et on peut faire les 3 d'une façon ou d'une autre. Alors, comment est-ce qu'on peut récompenser ceux qui apportent de l'argent? Eh bien, il y a 3 façons de récompenser les personnes qui apportent de l'argent. Soit ils vont rentrer dans le capital de la société, ou tout au début, donc ça c'est le capital, tout simplement, on verra tout à l'heure à quoi ça correspond. Soit ils rentrent dans un second temps, c'est-à-dire que la société en fait a commencé à exercer, et dans ces cas-là, on va leur demander de venir et ils rentreront pour partie dans le capital et ils mettront de l'argent au titre d'une prime d'émission, c'est-à-dire que quand vous mettez de l'argent dans la prime d'émission, eh bien, ça vous donne pas droit au capital, ça vous donne juste le droit de rééquilibrer les choses. Pour faire ultra simple, supposons que vous et moi, on constitue une société pour 10 000 euros, par exemple, et puis on n'est que 2, et puis il y a une autre personne qui arrive et qui dit je voudrais avoir 50% de la société. Si cette société a déjà plusieurs années, on va estimer que la valeur de notre société n'est plus de 10 000, mais elle est par exemple, je sais pas moi, de 100 000 euros, d'accord? Eh bien, il faudra que la personne apporte 100 000 pour avoir la moitié, c'est-à-dire 100 000, 5 000 qui auront capital et 95 000 euros qui seront apportés au titre de la prime d'émission pour compenser le fait que la société ait eu de la valeur. C'est pour ça que quand vous rentrez après, il ne faut pas s'étonner d'avoir ce qu'on appelle une prime d'émission. Et puis, la troisième façon dont l'argent peut aller, ça s'appelle le compte courant d'associé. Alors, qu'est-ce qu'on appelle compte courant d'associé? Eh bien, c'est tout simplement de l'argent qui va être apporté au sein de la société, mais qui ne donnera pas lieu à capital. Alors, je vais reprendre un par un, puis comme ça, on va vraiment être peinard et on comprendra absolument tout. Alors, Pascal te pose une première question. Pour tous les cas de figure mentionnée, faut-il le mentionner dans les statuts de la société? Non, Pascal, tu n'as pas besoin de mentionner les désirata ou les souhaits de chaque personne. Par contre,
Ça ne se marque jamais d'ailleurs dans les statuts. Je souris, on pourrait d'ailleurs, pourquoi pas, on pourrait le marquer dans un pacte d'associés, dans l'absolu, pour rappeler peut-être un peu le contexte. Mais ce qui est sûr et certain, c'est Pascal, il ne faut jamais faire rentrer une personne sans qu'elle sache pourquoi elle rentre. Et tu verras tout à l'heure que si tu as besoin de monter ou muscler un petit peu tout cela, on fait un pacte d'associés, on en parlera tout à l'heure. Alors, première chose, à quoi ça sert d'avoir des actions, c'est-à-dire rentrer dans le capital de la société? Eh bien, le premier, c'est que si tu rentres, si une personne rentre au capital de la société, eh bien, il va avoir droit à trois choses. La première, il pourra toucher des dividendes. Bon, ça, c'est super. Le deuxième, il pourra avoir ce qu'on appelle un pouvoir dans les assemblées générales. C'est-à-dire que quand on a des actions, alors il y a des possibilités de monter ou diminuer les actions par des actions de titre A ou de titre B, etc. Mais globalement, quelqu'un qui rentre dans le capital d'une société, ça lui confère un pouvoir dans les assemblées générales, que ce soit les assemblées générales ordinaires pour approuver les comptes de l'année, pour décider la distribution de dividendes, ou pour les comptes des assemblées générales extraordinaires lorsqu'on veut transférer le siège social ou lorsqu'on veut changer les modifications. Et mine de rien, parfois, il peut vous manquer 1 ou 2 ou 3%. Et si vous avez donné à d'autres personnes, eh bien, ça risque parfois de vous faire défaut. Et puis, le troisième grand point auquel souvent les gens oublient, c'est l'argent de la vente de la société. C'est-à-dire que si un jour la société complète venait à se vendre ou à être dissoute suite à la cession de leur fonds de commerce, eh bien, l'argent arriverait de façon à tomber dans la poche de chaque associé, proportionnellement au pourcentage qu'il pourrait avoir. Donc, voilà, quand vous donnez des parts ou des actions, ça dépend si vous êtes en SRL ou si vous êtes en société, eh bien voilà ce qu'il va arriver lorsque vous donnez des parts ou des actions du capital de la société. Ça a quand même des incidences, et les incidences les plus importantes qui peuvent exister. Le deuxième, c'est à quoi ça sert d'avoir du compte courant maintenant. Alors le compte courant, en fait, ça sert simplement à produire des intérêts financiers. Ça veut dire que ça ne fait rien d'autre que cela. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait de l'argent, qui mette dans une société, dans une société de l'argent et qu'on lui donne en face du compte courant, eh bien, dans ces cas-là, ça vous donnerait, si la société le décide, en fait, des intérêts financiers qui sont rémunérés bon an, mal an, entre 1 et 2%. J'exagère parce qu'on ne sait jamais à l'avance ce que ce sera, mais tous les 6 mois à peu près, il y a les intérêts de compte courant qui sont votés par l'administration fiscale, par le législateur ou par l'administration, je ne sais plus très bien, qui est en fait un taux de rendement brut des obligations. C'est comme ça qu'on arrive à déterminer quel est le taux. Et chaque mois, on sait exactement quel est le taux de rémunération. Et donc, en fin d'année, au moment de la clôture de l'exercice, on décide du montant du taux d'intérêt, enfin qui est donné par la loi, et si les associés ont toujours voté qu'il y avait des intérêts de compte courant, eh bien la personne qui dispose d'un compte courant pourra toucher de l'argent de la société. Bon, autant vous dire que les sommes sont relativement maigres eu égard aux sommes apportées, parce que tout simplement actuellement nous fonctionnons avec un taux d'intérêt qui est extrêmement bas. Pascal, le compte courant de l'entreprise est toujours différent du compte courant associé ou est-ce que c'est la même chose? C'est bien ça. Alors, le compte courant d'entreprise, pour être sûr et certain qu'on parle exactement la même chose, parfois on parle de compte courant un petit peu comme l'argent de l'entreprise. C'est absolument pas ça du tout. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que le compte courant d'associé, c'est tout simplement l'argent que l'associé va prêter à l'entreprise, un peu comme le banquier qui prêterait. On peut imaginer un emprunt de 100 000 euros et puis l'associé, Monsieur Martin, qui va prêter à 100 000 euros. C'est ça qu'on appelle compte courant d'associé, c'est le compte courant d'associé de Monsieur Martin, donc 100 000, alors que le compte, la disponibilité financière, la trésorerie de l'entreprise serait de 200 000 euros, là en l'occurrence. Donc voilà exactement ce dont on est en train de parler. Alors, ce que je voudrais dire également, c'est que ce qui donne une participation au capital, qu'on apporte de l'argent, c'est uniquement que l'apport en capital. C'est-à-dire que si on veut une participation au capital, eh bien, c'est uniquement quand on fait un apport d'argent
en capital. L'apport en compte courant, ça donne 0 action. L'apport en prime d'émission, ça donne 0 prime d'émission. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, la grande nouveauté, on peut dire depuis maintenant 2020, c'est qu'il n'y a plus besoin de détention minimum pour avoir un compte courant dans une société, d'un compte courant d'associé. Pourquoi? Parce que avant 2020, il était d'usage qu'il fallait avoir au moins 5% du capital. Et parfois, ça soulevait des difficultés à certaines personnes qui, par exemple, les parents apportaient de l'argent et ça soulevait une grosse difficulté parce que si la société venait à prendre un essor, eh bien 5% du capital, parfois on n'avait pas la possibilité un jour de rembourser les personnes parce que tout simplement la société avait une valeur qui montait énormément. Et si, par malheur, l'un des parents venait à décéder, eh bien on se retrouvait héritier des actions au même titre que les frères et sœurs ou que l'un des parents, du coup avec des risques parfois de tension dans la famille. Donc, il faut vraiment comprendre aujourd'hui que quand on parle de détention minimum, qu'il n'y a plus besoin. Alors, si on regarde bien les textes, il faut toujours avoir au moins une action. Ça peut être 0,001%, mais il faut être actionnaire. C'est comme ça qu'on a lu effectivement ce texte. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir 0 action et qu'on ne peut ne pas être associé. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre, mais là, actuellement, quand on parle de détention minimale, on entend au moins une part ou une action. Donc, rien ne vous interdit de faire un capital à 10 000 euros avec des actions de 1 centime dans l'absolu. Ça vous va faire un certain nombre, 1 million quasiment de parts, et que l'un des personnes, effectivement, puisse détenir une action. Donc voilà très exactement ce que vous pouvez effectivement émettre comme idée, c'est que certaines personnes qui sont des proches ou des membres de la famille, généralement c'est comme ça que ça se passe, peuvent au moins avoir une action et peuvent mettre tout le compte courant d'associés qui souhaitent au sein de la société sans avoir besoin d'avoir 5% du capital. Alors Philippe, faut-il dire au moins une action pour verser une somme en compte courant? En théorie, oui, Philippe. En théorie, je dis bien, parce qu'on ne sait pas ce qui se passerait dedans. Nous, on fait une lecture, bien évidemment, de puriste, de juriste en tant que puriste dessus. Et quand on marque qu'il n'y ait pas plus de détention minimale, ça veut dire qu'il faut une détention. Un petit peu comme quand on dit le capital minimal d'une société, c'est 1 euro. La plupart des capitaux sont bien supérieurs, mais au fond, au moins, il faut 1 euro. Et bien là, il faut au moins une part. C'est comme ça qu'on lit le texte. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas du tout ce genre de choses? Eh bien, en cas de contrôle fiscal, ce que je crains, entre parenthèses, c'est que l'administration fiscale estime, parce qu'il n'y a plus parce que l'associé n'a plus d'action, il pourrait estimer qu'il s'agit d'une donation déguisée à travers quelque chose. Maintenant, la question à laquelle je ne sais pas répondre, ce serait par exemple une personne qui prenne une action et puis, je ne sais pas moi, 6 mois ou 1 an après, vendre cette action et se retrouve sans action, mais toujours avec un compte courant d'associé. Je pense que les choses pourraient être en ces cas-là vues différemment parce qu'il suffirait par exemple que chacun ait signé un pacte d'associés dans lequel, ou pas un pacte d'associés, une convention par exemple de blocage du compte courant, et je pense dans ces cas-là que ça pourrait être perçu comme étant tout à fait normal. Voilà. Max, doit-on passer de SASU-SS pour permettre à un parent de faire un apport en compte courant? Alors Max, oui, dans le sens où si, comme il faut être dans ces cas-là au moins 2, eh bien oui, tu vas passer en SS. Alors, pas d'inquiétude, parce que le passage de statut de SASU en SS, il n'y a rien de très complexe en tant que tel. La question qui pourrait se poser, en tous les cas, tu sais qu'on a la possibilité, Max, notamment d'opter un impôt sur le revenu. Et là, il faudrait vraiment être sûr et certain que tout le monde est bien OK parce que forcément, ça aurait quelques risques, en tout cas pour celui qui rentre, de se voir attribuer, en tous les cas, une part du résultat fiscal de l'impôt sur le revenu. Donc voilà, c'est juste le petit point en tous les cas. Et c'est comme ça, encore une fois de plus, avec une lecture très assidue, une sorte de, on va dire, de puriste en la matière. Alors, autre question, que faire au moment de la création d'une société? Je pense que ça, c'est un point qui est important, parce que ça, c'est des questions que l'on se pose quand même assez fréquemment.
c'est deux cas. On va supposer dans le premier cas que les apporteurs de la Love Money ne veulent pas de capital. C'est-à-dire, ils s'en moquent. Ils se disent, ouais, moi, le capital, j'en veux pas spécialement. Dans ces cas-là, on pourrait faire un apport en capital des associés initiaux. Donc, par exemple, dans ton cas, Max, si tu es l'associé initial, c'est toi qui fais l'apport en capital. Et puis, dans un deuxième temps, on fait intervenir les personnes, ceux qui vont apporter un peu d'argent, en leur donnant une action, mais vraiment ridiculement basse, et leur permettre de faire un apport en compte courant de façon beaucoup plus substantielle. Voilà, ça, c'est tout à fait faisable, c'est même recommandé, et comme ça, on est à peu près tranquille. Deuxième possibilité, maintenant, les apporteurs de la Love Money veulent avoir un crédit d'impôt. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les apporteurs de crédit d'impôt, ceux qui veulent avoir un crédit d'impôt, il y a une possibilité d'avoir une réduction sur son impôt sur le revenu. Alors, c'est un pourcentage, 18, 25%, on peut tout situer, puisque chaque année, ça change quasiment, on ne sait jamais. Et cet argent, en fait, ce pourcentage va être calculé sur le montant du capital social et sur la prime d'émission, d'accord? Mais pas sur des comptes courants, jamais. Hein. C'est-à-dire que si on a apporté beaucoup d'argent en compte courant, eh bien, ça ne peut pas donner lieu à crédit d'impôt. Par contre, capital social plus prime d'émission, ça donne la possibilité de le faire. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire, dans un premier temps, un apport en capital par les premiers associés, donc là, par exemple, en l'occurrence de Max, et faire ensuite une augmentation du capital avec une prime d'émission. C'est-à-dire qu'on dit, bah voilà, on a fait un capital à 10 000 euros et on estime désormais que la société vaut 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 1 million d'euros, et on va demander à ceux qui vont arriver, du coup, de faire une très grosse prime d'émission, de telle façon à ce que les personnes qui arrivent dans un second temps aient très, très, très peu de valeur du capital et une grosse prime d'émission, parce que eux, ils s'en moquent, puisque c'est sur la totalité qu'ils vont devoir et qu'ils vont pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt qui sera égal à un pourcentage sur le capital et la prime d'émission. Et du coup, ça va les diluer, ça vous permettra de leur donner moins de dividendes, ça vous permettra de leur donner moins de pouvoir au sein des sociétés, et quelque part, c'est plutôt pas mal. Alors, bien évidemment, il y a des conditions. Alors là, j'ai collé. Le but, c'est pas que vous lisiez tout, mais c'est une des conditions. C'est une loi un peu scélérate. Excusez-moi, c'est terrible parce qu'il fut une époque, on mettait l'argent, boum, c'est bon, ça marchait. Maintenant, il faut répondre à des tas de critères. Je les ai toutes mis. Vous voyez, mais j'ai souligné en jaune celles, à mon sens, effectivement, qui vont vous toucher le plus souvent. Bon, il faut être créé depuis moins de 7 ans. Bon, ça veut dire que plus de 7 ans, c'est mort. C'est aussi simple que ça. Il faut être soumise à l'impôt sur les sociétés obligatoirement. Bon, jusque-là, ça va encore à peu près en règle générale. Troisième, ça c'est le plus dur, c'est employer au moins 2 salariés à la clôture du premier exercice suivant celui de la souscription. Ça veut dire que si vous créez une société et qu'il n'y a pas au moins 2 salariés dans le premier exercice, qui est celui de la souscription, c'est-à-dire la deuxième année, pour faire ultra simple, eh bien, ça ne pourra pas permettre aux gens de bénéficier, ce qui est ultra pénible dans le sens où, si par exemple en 2021, l'un de vos proches venait à souscrire pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, il pourrait en bénéficier en 2021, mais il ne pourrait pas savoir s'il bénéficie finalement véritablement de ce crédit d'impôt avant 2022. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir 2 salariés à la fin du premier exercice. Alors, on admet que ce soit un seul salarié si vous dépendez de la chambre du métier. C'est super complexe. C'est vraiment le truc auquel il faut véritablement faire attention, d'autant plus que on attend toujours le décret d'application. Ça fait au moins 15 ans à peu près, ce qui est fou, pour savoir ce que c'est un salarié. C'est-à-dire, on ne sait toujours pas si un salarié, c'est à temps plein, à temps complet, si c'est un CDI, si c'est un CDD. On ne sait même pas du tout si, par exemple, un apprenti suffit. A priori, oui. Donc, vous voyez qu'on est dans une situation un petit peu rocambolesque. Mais en tout cas, c'est l'une des conditions, à mon avis, qui est véritablement complexe et auquel il faut faire très attention. Et puis, une fois que la personne bénéficie de ce système, eh bien, il faut que les parts reçues doivent être conservées jusqu'à l'expiration de la 5e année
qui suit la souscription. Donc là, autant vous dire que pendant 5 ans, eh bien, la participation va augmenter. Si les choses vont bien, eh bien, votre société vaudra quelque chose. C'est le jour où vous voudrez effectivement remercier la personne en disant bah, tiens, on va racheter tes parts, eh bien, vous risquez de vous retrouver un petit peu coincé. Donc là, franchement, il faut y penser. Alors, Philippe, question. Si le conjoint fait un apport en capital, il peut bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu? Eh bien, la réponse est oui, et même toi, Philippe, qu'on soit tout à fait clair, ça bénéficie à tout le monde, pas uniquement qu'aux proches, ça bénéficie également de celui qui met cet argent. Donc voilà, tout est noté, hein, voilà toutes les conditions dessus. L'assimilé salarié ne compte pas dans les deux. Ça a l'air complètement max, ça a l'air complètement fou, mais a priori, ça ne marche pas. Alors je dis bien a priori, pourquoi? Parce qu'on manque de jurisprudence, on n'en sait rien. Du tout. Voilà un petit peu le point auquel il faut vraiment avoir dessus une idée. Alors, oui, avoir une pénalité et une entreprise dans laquelle moins de 25% de capital et ses retraites sont contrôlés directement ou indirectement par un ou plusieurs. Non, c'est bon, Philippe, il n'y a pas de souci dessus, hein. Donc, on reprendra si tu veux les différents trucs. Je pourrais même t'envoyer, Philippe, si tu veux, la totalité du texte et pour voir si tu corresponds à toutes les demandes. Alors, concrètement, le Love Money, ça coûte combien? Ça vous coûte combien? Ça coûte en fait, si vous mettez en compte courant, ça va vous coûter entre 1 et 2% de l'argent que le compte courant d'associé vous est réservé. Bon, là-dessus, pas de souci. Deuxième point, il faut savoir que vous pouvez faire ce qu'on appelle des dividendes asymétriques. Ben, ça, c'est un petit peu compliqué. Ça veut dire que rien ne vous interdit, par exemple, même si la personne a un pourcentage plus faible, d'avoir quelque chose de plus élevé. C'est un peu compliqué, mais l'idée, c'est que vous pouvez très bien, par exemple, avoir 3 associés, un qui détient 50, l'autre qui détient ou 90 et 5 et 5. Et quand vous distribuez les dividendes, vous pouvez dire, bah tiens, ce sera finalement un tiers de chacun. Un tiers à chacun. Vous voyez que ça ne correspond absolument pas. Entre 90, 10, 10 et 33, 33, 33, ça ne colle pas. En théorie, c'est impossible. Mais de temps en temps, j'aime bien, de temps en temps, ça ne peut pas être de façon continue, une assemblée générale, au moment d'approbation des comptes, peut très bien décider de distribuer des dividendes de façon asymétrique. Ça veut dire qu'il ne correspond pas au pourcentage de détention. Donc ça, parfois, c'est des choses qui nous sont demandées. C'est-à-dire qu'on veut remercier quelqu'un qui finalement a très peu de capital, parce qu'il a tout mis en compte courant d'associé, mais on aimerait lui faire plaisir, et là on peut lui donner des dividendes de façon un peu plus importante, et en tout cas beaucoup plus importante que quelqu'un qui aurait aussi peu de capital. Troisième, qu'est-ce que ça coûte? Après, c'est le rachat de la société de ses propres titres par réduction du capital. Alors, ça, c'est une technique. Si vous voulez ne pas sortir, vous, d'argent à titre personnel, eh bien, la société peut racheter ses propres titres, en éliminant ses parts. C'est-à-dire que, par exemple, au bout de 6 ans, 7 ans, vous avez envie qu'une personne sorte, eh bien, vous allez réduire le montant du capital par élimination des titres, et l'argent que touchera cette personne viendra de la société et non pas des associés, et on réduira le capital d'autant. Et puis, on peut également faire ce qu'on appelle des rachats des actions à terme, c'est-à-dire qu'on peut prévoir par le biais notamment, on va le voir, d'un pacte d'associés qui permettra de dire au bout de certain nombre d'années, bah, tu sortiras. Alors, à quoi faut-il faire attention? Premièrement, éventuellement faire un pacte d'associés. Ça, je pense que ça peut être une chose très importante. Pourquoi? Parce qu'un pacte d'associés, alors je fais un webinaire sur les pactes d'associés, et notamment, on peut prévoir que quelqu'un qui prendra des parts au sein de la société, eh bien, pourra suivre des instructions. C'est-à-dire qu'on peut mettre des clauses et on peut faire des pactes d'associés avec, on est 3 personnes, ou 4 par exemple, et un peut le faire avec ou un deuxième pacte, ou un troisième pacte. On peut faire autant de pactes que l'on veut, mais ce qui est sûr et certain, c'est que il faut ficeler le système de telle façon à ce que les personnes ne puissent pas partir quand elles veulent, ou ne pas voter comme vous le souhaitez. Hein, il faut savoir que tout peut fonctionner. Alors généralement, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais imaginez un seul instant
que vous ayez un souci, par exemple alors je ne vous souhaite pas bien évidemment, mais que vous mettiez vos parents comme associés qui viennent à décéder et que vous retrouvez avec des frères et sœurs ou d'autres personnes auxquelles vous n'avez pas spécialement envie d'être, eh bien, du coup, ça risque de partir en cacahuète. Et c'est là où le pacte d'associés peut être assez sympathique. En tout cas, on peut border les choses. On peut même marquer dans le pacte d'associés que si l'un des associés venait à décéder, dans ces cas-là, les héritiers ne pourraient pas être associés. Il faudrait absolument qu'ils vendent sur un prix qui est déjà défini. Voilà, vous voyez que le pacte d'associés peut avoir vraiment quelque chose de bon. Et deuxième point, vraiment, sur lequel j'insiste, c'est ne pas être trop dilué. Ça, c'est un risque souvent que les personnes font, c'est-à-dire qu'ils imaginent, on crée une société ensemble, ils disent, bon, ben, la valeur de l'argent, elle est elle-même, et puis ils vont bosser, bosser, bosser. Bon, celui qui a mis de l'argent, celui qui est proche, bah, par définition, il est associé, il n'est pas salarié, il n'est pas dirigeant, donc ça veut dire qu'il ne va rien faire au sein de la société. Et au bout de quelques années, ça devient véritablement pénible parce que les gens s'aperçoivent à un moment donné qu'ils avaient besoin de cet argent, qu'après ils n'en ont plus besoin spécialement, mais ils se retrouvent à avoir des personnes dont la valeur de la société a augmenté, ils se retrouvent à se dire, mince, je n'arrive plus. Moi, j'ai vu, si vous voulez, dans ma vie professionnelle, des situations où les gens disaient, ouais, mais moi, je fais ça pour faire plaisir. Et puis, au moment de sortir, ah bah oui, mais attendez, là, il me faut que j'ai du capital, faut que j'ai de l'argent, etc. Et j'ai vu dans le sens inverse des gens qui rentraient simplement pour faire plaisir et qui disaient, bon, bah, donnez-moi l'argent que j'ai mis, pas plus. Et on leur disait, non, ce n'est pas possible, parce qu'il faut au moins qu'il y ait les capitaux propres. Et les gens se fâchaient parce qu'ils disaient, mais non, je ne veux pas plus d'argent, je veux simplement que l'argent que j'ai mis. Donc, vous savez, la nature humaine est faite avec une certaine diversité. Parfois, on a de bonnes surprises et parfois, on a des très mauvaises surprises. Donc, c'est pour ça que lorsque vous faites rentrer des proches, faites toujours très attention, pensez au cas le pire qui puisse bien évidemment y avoir. Alors, ça, c'est le 6e point où j'arrive, c'est comment sortir les associés. Eh bien, le concurrent, c'est super basique, hein, il suffit de rembourser et c'est terminé. On rembourse le concurrent, top, terminé, fin de l'histoire. Deuxième possibilité, c'est quand on a les actions. Cette fois-ci, les associés peuvent racheter à titre personnel. Donc, vous êtes le dirigeant, vous êtes l'associé principal, et puis vous dites, tiens, moi j'ai signé un pacte d'associés, tu vas me vendre à moi personnellement les actions, puis il faut que vous sortiez l'argent. Donc, dans ces cas-là, généralement, quand il s'agit de sommes d'argent relativement élevées, on construit d'abord une société holding, c'est-à-dire qu'on remet ses propres actions et la holding va racheter les parts de celui qui va partir. Et puis, le 4e cas, qui est le cas, là, on n'a pas besoin de créer de holding, c'est la société qui rachète ses actions en les éliminant. C'est-à-dire, on fait une réduction du capital. On avait quelqu'un qui détenait 10%, il y avait 100 000 euros. Eh bien, on va passer à 90 000 et les 10 000, effectivement, en question. C'est la société qui va mettre l'argent. Elle peut payer même plus cher ces 10 000 actions que 10 000 euros. Et on va réduire le capital une bonne fois pour toutes. Et le capital va se réduire par élimination de titres, tout simplement. Donc, ça, c'est les choses que l'on peut pratiquer au fur et à mesure. Donc voilà très exactement ce que je voulais parler de Love Money. Je ne sais pas s'il y a des questions qui se posent. Alors toujours quand j'ai marqué 1 heure, on est à 36 minutes très exactement. Toujours très difficile de savoir sur une première durée, un premier thème, quelle sera la durée. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Je sais que c'était, je crois, Max qui m'avait introduit ce sujet de mémoire. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions sur le Love Money, des choses que vous voudriez voir abordées? Donc, n'hésitez pas, je vous laisse un petit peu poser question. Alors, Philippe, est-il permis de céder la nue propriété d'action à un ascendant? Oui, tout à fait. On est bien d'accord. On peut ce qu'on appelle, alors Philippe, je rentre un peu plus dans les détails, une action en fait est constituée quand on a la pleine action, ça veut dire qu'on a à la fois la nue propriété et à la fois l'usufruit. La pleine propriété, c'est le droit de disposer. Je vais faire une comparaison, par exemple, avec un arbre fruitier. Imaginons que vous ayez un pommier, par exemple. Eh bien, celui qui détient l'arbre a la nue propriété. Celui qui détient les pommes, hein, le fruit, à peu près, ben, c'est l'usufruit. Alors qu'on a les deux, on a le pommier et l'usufruit, enfin, on a le pommier et le droit de manger les pommes, entre parenthèses. Donc, Philippe, ta question, est-ce qu'on peut démembrer des parts et est-ce qu'on peut les vendre ou les donner à des ascendants ou descendants? La réponse est oui, c'est tout à fait faisable.
Joanne, bonjour, est-il le BSA-R qui semble pas mal du tout? On ne va pas rentrer peut-être dans ces détails, mais c'est faisable. Nicolas, il me semble avoir entendu des actions A ou B, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Oui, Nicolas. Alors, on va rentrer dans celui-ci, par contre. Action A ou B, on peut, en fait, lors des statuts, avoir la possibilité de pouvoir dire qu'on a des actions, par exemple, de type A, qui auront, je sais pas moi, un pouvoir de vote égal à 2 ou 3, et des actions B qui n'auront qu'un pouvoir. Pourquoi? Parce que on veut parfois donner le pouvoir à des personnes lors des assemblées générales de façon beaucoup plus importante à certaines, par exemple, à ceux qui ont créé la société, alors que ceux qui vont rentrer après, on veut leur conférer un pouvoir moins important. C'est pour ça qu'on parle d'action A ou d'action B très exactement. Jean-Marc, est-ce possible de rémunérer au concurrent avec des intérêts supérieurs au taux préconisé, par exemple 5%? Oui, tu peux le faire, Jean-Marc, c'est tout à fait faisable. Alors pourquoi je n'en ai pas parlé? Parce que tout simplement, au-delà de ce qu'on appelle le taux d'intérêt légal, eh bien, les sommes, les intérêts seront réintégrés fiscalement. Donc, ce n'est pas interdit en tant que tel, mais tous les intérêts qui seront donnés au-delà du taux d'intérêt légal seront réintégrés fiscalement et au lieu de donner une charge déductible, eh bien, ils ne seront pas déductibles fiscalement. Donc, il n'y a rien de dramatique en tant que tel, mais tu peux effectivement, Jean-Marc, pour récompenser davantage les personnes, leur donner un taux d'intérêt qui soit plus important. Alors après, bien évidemment, on ne peut pas imaginer 15 ou 20% des taux, ce qu'on appelle d'usurier, parce que là, après, on pourrait avoir d'autres soucis, autres, en tous les cas, que des problèmes purement fiscaux. Donc, voilà dessus. Alors Max, quelle démarche et coût pour passer de SASU à SAS? En fait, c'est une modification des statuts, tout simplement. Le coût, c'est une annonce légale. Je n'en suis même pas persuadé. Il faudrait regarder ça, Max. D'un seul coup, j'ai un petit doute, mais c'est un changement de statut. On va dire 500 €, voilà, mais maximum. Voilà, très exactement, pour passer de SASU à SAS. Il faudra en profiter, bien évidemment, pour faire un petit toilettage au niveau des statuts, mais voilà, le coût, il est pas non plus exorbitant. OK. Bon, bah super. Y a-t-il d'autres questions? Ok, bon, ben, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, ben, je vous remercie pour avoir été présent pour ce premier thème qu'on en avait fait sur le Love Money. Ben, super, en tout cas, je suis super content que ça vous ait plu. Ce que je vous souhaite, ben, c'est une excellente après-midi, un très bon fin d'après-midi, du mardi après-midi, une très bonne fin de semaine. Alors, il faut savoir que tous les jours, nous faisons des webinars. Donc, n'hésitez pas à venir demain ou après-demain. Demain, ce sera, je crois, sur les assurances. On a beaucoup de webinars qui traitent actuellement de tout ce qui est lié aux sociétés. Et puis, n'hésitez pas, en tout cas, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente après-midi. Et puis, on va se passer un petit air de disco, histoire de terminer agréablement l'après-midi. Enfin, en tout cas, de la commencer comme on avait pris au début.